Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Claire Grand, Prendre en charge les troubles d'apprentissage, Petit guide pour les enseignants 2017. Rochambeau-Lény Dire, Troubles du langage, langue d'enseignement et rendement scolaire, Essai de diagnostic système éducatif haïtien 2017. Marc Roulier, L'école, une question de management 2017. Pierre Bringuier, Scolarité fragile. Ce que peuvent ensemble, psychologues et enseignants 2016. Brigitte Retailleau, Du pari d'éducabilité, Évolution des pratiques éducatives pour des enfants avec d'importants troubles du spectre autistique et déficiences intellectuelles, 2016. Khadija Chic, Échec scolaire électif, vers un modèle de pensée de cette déficience intellectuelle disharmonique, 2016. Yannick Brun-Picard, Pédagogie actualisante et pédagogie socio-constructive. Pratique éducative sociétale, 2016. Yannick Brun-Picard, De l'autonomie contrainte à l'autonomie scolaire, 2015. Sophie Briquet-Duhaz, Chantal Ouellet et Nathalie Lavoie, Cohorde, Progrès en lectures-écritures chez des élèves du primaire au post-secondaire 2015. Françoise Poyet, Technologie numérique et formation, freins et leviers, 2015. Thierry Philippe, Plexus scolaire, Oser la liberté, oser l'intelligence 2015. Alice Bounière, Au service de l'instruction pour tous. Vers une véritable refondation de l'école, 2015. Sophie Briquet-Duhazé et Anne Moile, Cohorde, Enseignement-apprentissage à l'école maternelle. De la théorie à la pratique, tome 2, 2015. Aziz Djellab. Enseigner et étudier en lycée. Professionnel aujourd'hui. Éclairage sociologique pour une pédagogie réussie. Du même auteur. Aux éditions L'Harmattan. Le travail d'insertion en mission locale, 1997. L'école en France. La sociologie de l'éducation entre hier et aujourd'hui, 2004. Débuter dans l'enseignement secondaire. Quel rapport au savoir chez les professeurs stagiaires ? 2006. Initiation à la sociologie, 2008. Les étudiants en quête d'université, 2011. Chez d'autres éditeurs. Scolarité et rapport au savoir en lycée professionnel, Presse universitaire de France, 2001. Sociologie du lycée professionnel. Presse universitaire du Mirail, 2009. Les citoyens face au crime. Les jurés d'assises à l'épreuve de la justice. Presse universitaire du Mirail, 2012. L'émancipation scolaire. Pour un lycée professionnel de la réussite. Presse universitaire du Mirail, 2014. L'évaluation en collège et lycée, en collaboration avec Caroline Veltcheff, Didier Vindatich. Verger-Levrault, 2014. Société française et passion scolaire. L'égalité des chances en question. Presse universitaire du Midi, 2016. Copyright L'Harmattan 2017. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.harmattan.fr. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 343 12 018 8. EAN 9 782 343 120 188. Introduction. Alors que l'enseignement professionnel secondaire n'a traditionnellement guère suscité l'intérêt des chercheurs en sciences sociales, on assiste, ces dernières années, à un regain d'intérêt pour cet ordre de formation, un intérêt dont les raisons sont plurielles, couvrant tout autant des interrogations sur ses fonctions et ses finalités sociales et économiques, que des questionnements autour de sa contribution à l'élévation des niveaux de qualification et d'une certaine façon à la démocratisation scolaire. L'enseignement professionnel couvre différents ordres de formation, qu'il s'agisse des lycées professionnels, LP, des centres de formation d'apprentis,
des maisons familiales et rurales ou encore, et par extension, les institutions de formation d'adultes, Greta, AFPA, CNAM, ainsi que plusieurs milliers, plus de 60 000 d'organismes de formation en France. Nous avons choisi de focaliser notre attention sur l'un des ordres les plus emblématiques de l'enseignement professionnel, à savoir le LP. Scolarisant près du tiers des lycéens en France, le LP occupe une position pour le moins paradoxale au sein du système scolaire. Il contribue de plus en plus au processus de démocratisation scolaire puisqu'il forme 3 bacheliers sur 10, tout en conservant l'image d'une institution peu valorisée, parce qu'il n'accueille pas les meilleurs élèves de collège. Il doit accueillir tous les élèves ayant un projet professionnel et incarne, dans le même temps, le contexte à l'égard duquel les plus vifs ressentiments liés à l'orientation sont manifestes. Il est censé préparer ses publics à l'insertion professionnelle et dans le même temps la demande de poursuite des études dans le supérieur ne cesse de progresser. Il connaît davantage de faits de violence et d'incivilité et concomitamment, il contribue à la réussite des élèves au prix de pratiques pédagogiques plus ou moins efficaces. Ces paradoxes caractérisant le LP prennent une autre signification lorsque l'on relève que la part des élèves issus de milieux populaires y est prédominante, et ce au moment où la classe ouvrière perd du terrain au profit de l'essor de la catégorie des employés. De ce fait, et la tertiarisation du marché du travail et avec elle, le brouillage et l'invisibilité des métiers aidants, les élèves de LP sont moins soutenus symboliquement par un milieu social et familial bien au fait des réalités de l'emploi et du marché du travail. Si l'image du lycée professionnel reste largement associée à l'atelier et au travail ouvrier dans les usines, la réalité est bien différente de ce tableau puisque les spécialités des services accueillent davantage d'élèves que les spécialités de la production. En 2015, les spécialités des services comptaient 364 770 élèves, contre 290 273 pour celles de la production, soit respectivement 55,6 et 44,4%. Seuls les effectifs des CAP de la production, qui représentent moins du quart de ceux des bacs pro, restent supérieurs à ceux des services, 53,7% en 2015. Or, le fait que le LP constitue une institution dont les contenus d'enseignement et les compétences à faire construire et acquérir par les élèves sont étroitement pensés et travaillés à partir des activités professionnelles et des référentiels correspondants, en fait en même temps un ordre de formation plus que scolaire. Ce faisant, la formation dispensée dans les LP est des plus dynamiques car elle est arrimée, même partiellement si l'on s'en tient à l'enseignement technologique et professionnel, aux évolutions du marché du travail et des compétences attendues. Mais c'est aussi parce que le LP ne se réduit pas à une école dispensant des enseignements théoriques, généraux et abstraits, qu'on ne saurait y voir un ordre stricto sensu scolaire. Et si l'on se place du point de vue des élèves et de leur rapport au savoir, c'est bien parce qu'ils se confrontent à des activités professionnelles qui, utilisant plus ou moins les outils désignant la forme scolaire, langage mathématique, écriture, lecture, leur permettent d'exercer progressivement une emprise sur leur scolarité et de donner du sens aux études. À cet égard, la pédagogie inductive, héritage légué par l'histoire de l'enseignement technique et professionnel, s'avère bien pertinent. L'ouverture du LP sur les milieux professionnels donne au savoir une spécificité plus que scolaire. La coupure avec le réel, de Mailly, 1991, y est relative, et le fait que les élèves soient nombreux à identifier leur expérience à l'apprentissage d'un métier indique bien la différence qu'ils vivent lors de la transition collège-LP, les contenus enseignés n'étant pas totalement décontextualisés. Si l'on s'en tient à la définition proposée par Guy Vincent, Bernard Lahire et Daniel Sinn pour qualifier la forme scolaire, l'école et la pédagogisation des relations sociales d'apprentissage sont liées à la constitution de savoirs scripturaux formalisés, savoirs objectivés, délimités, codifiés, concernant aussi bien ce qui est enseigné que la manière de l'enseigner, les pratiques des élèves autant que la pratique des maîtres. Il s'agit de faire intérioriser par les élèves des savoirs qui ont conquis leur cohérence par l'écriture, à travers un travail de classification, de découpage, d'articulation, de mise en relation, de comparaison, de hiérarchisation, etc. 1994 page 30. Le LP est sans doute l'une des institutions les plus ouvertes et les plus sensibles aux transformations affectant les univers professionnels, les évolutions économiques. Il n'y a pas moins de 165 CAP et 80 baccalauréats professionnels,
sans compter les BEP, devenus des diplômes participants de la certification intermédiaire. Le fait que le LP dispense des savoirs professionnels, qu'il soit ouvert sur le monde du travail et qu'il use de techniques dont le caractère productif est proche de l'activité professionnelle réelle, donne à voir l'existence de deux formes. L'une, scolaire, réfère surtout aux savoirs généraux décontextualisés ayant une finalité culturelle, à vocation universelle. L'autre forme est professionnelle, puisque les savoirs qu'elle couvre se veulent proches de leur application, voire concrètement utilisables. Dans cette perspective, l'apprentissage détaché de la pratique qui a fondé l'histoire de la scolarisation ne suffit pas pour qualifier l'enseignement professionnel en milieu scolaire. On ne peut dissocier la socialisation scolaire des activités et des apprentissages auxquels elle donne lieu. Inversement, ces activités et apprentissages contribuent à la transformation de soi et des rapports construits avec autrui. Si la plupart des élèves interrogés ne dissocient pas leur scolarité de l'apprentissage du métier, c'est parce que le contexte scolaire produit une vision de son statut indissociable des catégories formelles d'identification des apprenants, mais aussi de la façon dont les savoirs professionnels sont censés les socialiser. C'est ainsi que de nombreux élèves élaborent des projets scolaires et professionnels à l'aune des savoirs dont ils s'imprègnent, et c'est souvent la réussite dans les matières professionnelles et lors de la pratique en atelier, qui a cette particularité de ne pas rappeler systématiquement l'école, qui contribue à une remobilisation sur les savoirs généraux décontextualisés. Il reste que la dichotomie entre les savoirs généraux et les savoirs professionnels structure fortement le rapport des élèves aux études, et opère une certaine incertitude sur les finalités de l'enseignement, d'autant plus qu'une partie non négligeable des enseignants ne pense pas la question de leur articulation, et ne s'accorde pas sur les finalités de la formation. Toutes nos observations de terrain, comme les entretiens menés avec les élèves et les enseignants ainsi qu'avec les équipes de direction et de la vie scolaire, nous ont confortés dans notre postulat. Le LP est une institution de formation professionnelle et scolaire qui doit accompagner la maturation sociale des jeunesses populaires. Ce faisant, il incarne bien un ordre visant à pallier aux insuffisances d'une scolarité parfois chaotique dès le premier degré, tout en proposant aux élèves des contenus exigeants et intellectuellement émancipateurs. Ainsi, le rôle et l'engagement professionnel des enseignants et des équipes éducatives n'en deviennent que plus importants. Voilà pourquoi cet ouvrage a pour ambition de contribuer à une meilleure connaissance de l'enseignement professionnel, et plus particulièrement du LP, en le pensant à travers une perspective socio-historique mais aussi pédagogique. En croisant d'une part les évolutions ayant affecté la voie professionnelle, avec la création du baccalauréat professionnel et l'augmentation de la part des étudiants titulaires de ce diplôme, et l'expérience des élèves comme le travail des enseignants, il s'agit d'éclairer sur les enjeux d'une institution qui doit à la fois contribuer à la démocratisation scolaire et élever les niveaux de qualification, eu égard aux besoins économiques contemporains. La recherche sociologique peut ainsi éclairer l'action pédagogique, sans conduire pour autant à en surestimer le poids dans la mesure où d'autres facteurs, comme la recomposition des classes populaires et la déstabilisation de la norme d'emploi, modalisent la valeur des diplômes. Cet ouvrage vise alors à mettre en lumière les caractéristiques sociales et institutionnelles du LP, de ses publics et de ses enjeux. Son ambition est d'éclairer les enseignants, débutants ou établis, sur ce que la massification et les transformations affectant cette institution dessinent comme perspective mais aussi comme défi à relever. Chapitre 1. Au-delà de l'éternel appel à la valorisation de la voie professionnelle. Entre critique, pragmatisme et sociologie scientifique. À l'heure où l'on affirme la nécessité de valoriser la voie professionnelle, il est pour le moins paradoxal de constater que le renforcement de la massification scolaire, avec le développement des filières, relègue un peu plus les lycées professionnels dans leur statut d'auxiliaire des défaillances de l'école, sorte de roue de secours pour des et inadaptés à la voie générale. Ce processus de relégation a débuté depuis près d'un demi-siècle. Au moment massification va concerner l'enseignement second. 1. Les paradoxes d'un appel récurrent à la valorisation de la voie professionnelle. Alors que la voie professionnelle et plus spécifiquement le lycée professionnel, LP, ne suscite que peu d'intérêt de la part des chercheurs en éducation, on assiste depuis les 3 dernières décennies à un appel récurrent à leur valorisation.
Cela suppose que l'enseignement professionnel ne bénéficie pas d'une image positive mais interroge du même coup sur les raisons de cet appel, alors même que la création du bac pro, en 1985, comme la généralisation de la préparation de ce diplôme en 3 ans dès 2009, aurait dû rendre cet enseignement plus attractif. Il nous semble clairement que c'est moins à sa valorisation qu'à sa promotion, en le rendant plus visible dans sa diversité et complexité qu'il s'agit d'œuvrer. Certes, les LP sont loin d'être des contextes dans lesquels l'enseignement se déroule de manière apaisée tant de fortes tensions les caractérisent, conduisant les enseignants et les personnels d'éducation à une vigilance de tous les instants. Mais ces établissements sont également bien éloignés de l'image souvent péjorative qu'en donnent les médias, au hasard des incidents ou des faits de violence qui défraient la chronique. Nos nombreuses observations menées dans les LP nous ont souvent amenés à éprouver un étrange sentiment suscité par l'écart entre l'image qu'en donnent les médias et bien des professionnels de l'éducation. Nous pensons notamment à une partie des enseignants de collège, et la réalité des professeurs de lycée professionnels, PLP, et surtout celle des élèves. Ainsi, il existe bien une invisibilité du LP tant les pratiques pédagogiques qui s'y déploient comme les parcours qui effectuent les élèves restent bien ignorés. Et s'il arrive parfois que les médias rendent compte de manière plutôt enchantée de la voie professionnelle, cela s'opère souvent sur le mode restrictif et bien peu représentatif de la diversité des expériences. Si l'on ne peut guère appréhender le lycée professionnel qu'à la condition d'adopter une perspective critique, c'est non seulement parce que cet ordre d'enseignement ne parvient pas encore à se parer des mêmes légitimités et dignités que celles reconnues à la voie générale du lycée, mais aussi parce que son statut dominé ne peut être pensé indépendamment des publics qui le fréquentent, à savoir des élèves issus majoritairement de milieux populaires. Mais notre critique porte aussi sur les présupposés théoriques soutenus par la sociologie de la reproduction, qui ignore la diversité des expériences et des manières d'étudier, et ne fait que peu de cas des réussites scolaires en lycée professionnel, JLab, 2014. Ainsi, en procédant par une lecture en positif, Charlot 1997, celle qui part des élèves et des enseignants tels qu'ils sont, qui est attentive aux multiples configurations que prennent leurs expériences et leurs trajectoires à travers des interactions avec des contextes, les LP, les terrains de stage, la vie sociale, nous observons que le LP constitue, pour une large majorité de son public, un moyen d'émancipation scolaire, culturelle et professionnelle. Il participe ainsi du projet de démocratisation scolaire. Cela ne s'opère pas sans épreuve, à commencer par la nécessaire mobilisation des enseignants. Et si l'on ne peut faire l'économie d'une réflexion sur les finalités sociales et professionnelles des diplômes professionnels, si l'on ne peut minorer le fait que de nombreux élèves titulaires d'un CAP ou d'un baccalauréat professionnel font l'expérience d'un chômage durable, on doit à tout le moins s'interroger sur la contribution du LP à la réduction des inégalités sociales d'accès à la culture et aux biens scolaires. C'est aussi en prenant conscience des enjeux que dessinent les mutations de l'enseignement professionnel, que les PLP peuvent donner du sens à leur travail. 2. Un itinéraire professionnel, le LP comme observatoire des contradictions du système éducatif. J'ai découvert le lycée professionnel à l'occasion de ma première affectation en tant que conseiller d'orientation stagiaire dans l'Académie de Lille 2. Du lycée professionnel, je n'en avais entendu parler que vaguement et plutôt en négatif lors d'une première expérience comme conseiller d'orientation intérimaire dans un collège de l'Oise. C'est dans ce collège que j'entendis le principal dire un jour lors d'un conseil de classe : « Thierry n'est pas fait pour l'école, il sera mieux au LP. » Ainsi donc, le LP n'est pas l'école ou alors, il ne s'agit pas d'une école comme une autre. La découverte d'un LP mixte au début des années 90 m'a amené progressivement à m'interroger sur les épreuves vécues par des élèves dont la plupart d'entre eux, à chaque entretien ou lors des réunions d'information, avançaient leur amertume, leur regret de ne pas avoir été scolarisés dans la voie normale, le lycée général et technologique. Ce sentiment d'être relégué dans une voie peu valorisée se doublait de la crainte du chômage, de l'impression que les études entreprises n'offraient pas la garantie d'être utiles. L'exercice du métier de conseiller d'orientation au sein de collèges et de LP m'a rapidement conforté dans l'idée d'une distance entre discours officiel et expérience réelle des élèves. Les conseils de classe de 3e constituèrent l'occasion de voir combien non seulement le LP est peu valorisé,
et dans de nombreux cas il est méprisé, mais aussi qu'il est perçu comme l'antinomie de ce qu'est l'excellence scolaire, la culture générale légitime, celle que tout bon élève est en droit de maîtriser. Cette perception opposant la voie normale et la voie professionnelle structure la vision des enseignants et des personnels d'éducation, à tel point qu'à l'issue des nombreuses situations où l'on débattait de l'opportunité ou non d'un redoublement pour un élève de 3e, le verdict optait souvent pour une orientation vers la seconde professionnelle, comme si, in fine, le LP constituait un contexte non scolaire, un lieu où l'apprentissage manuel permettrait de récupérer des élèves fâchés avec les études. La fonction de réparation du LP est bien présente dans l'esprit de la plupart des enseignants de collège, mais il s'agit plutôt d'une réparation non scolaire, censée s'appuyer sur une intelligence pratique. Les élèves concernés par l'orientation en LP vivaient de manière ambivalente cette épreuve, oscillant entre fatalisme et révolte, sentiment de résignation et résistance. Le fatalisme tient au sentiment d'échec qu'ils ont partiellement intériorisé et que les résultats scolaires ne feraient que confirmer. La prégnance de ce sentiment était telle dans de nombreux cas, que certains élèves, parfois dès la fin de la classe de 5e, disaient attendre la fin de la 3e pour aller apprendre un métier. Le sentiment de révolte concomitant à cette fatalité tenait au fait que ces élèves réalisaient que leur destin scolaire ne leur appartenait pas, ou plus, et que l'orientation en LP dans une spécialité rarement choisie, faisait peu de cas de leurs attentes, de leur personne. Ainsi, elles furent nombreuses ces situations où les élèves de LP manifestaient leur amertume à l'égard de l'orientation en collège, et vis-à-vis des orienteurs que sont les conseillers d'orientation. La pertinence de leurs arguments n'avait d'égal que l'indifférence ou la fausse compassion presque cynique, exprimée par des responsables institutionnels. À un directeur de CIO auquel je faisais part du souhait de quelques élèves de changer de spécialité en fin de première année de BEP, il me répondit : « Ce sont des élèves qui ont déjà quelque chose, ils sont affectés quelque part, il faut savoir assumer. » Pourquoi le LP est-il dévalorisé ? Comment expliquer que de nombreux enseignants conseillent la voie professionnelle aux parents d'élèves en difficulté, tout en refusant que leurs propres enfants y aillent ? Quelle place accorder au projet de l'élève qui est aussi dit au centre du système éducatif, lorsqu'on sait par ailleurs que l'éducation nationale gère d'abord des flux d'élèves ? Le fait d'orienter des élèves vers le LP sans même connaître la réalité de celui-ci, tout en postulant implicitement que les entrants sont nécessairement intéressés par l'enseignement technologique et professionnel, ne signifie-t-il pas que les enseignants de collège confient les vaincus du système, Dubay 2004, à d'autres enseignants supposés mieux réussir par un enseignement pratique ? J'ai cru pendant longtemps que le travail avec les élèves sur leurs projets professionnels pouvait constituer un moyen efficace leur permettant de se mobiliser au collège, afin de choisir leur orientation, y compris en LP. J'ai également eu le pressentiment, à la découverte du LP et des enseignants, qu'une orientation équivalente à une sanction ne pouvait qu'aboutir à des tensions, à de l'échec scolaire et avec lui toutes les formes de désimplication, à commencer par l'absentéisme, phénomène très répandu dans les LP. Ces postulats intuitifs ne correspondaient que peu à la réalité. D'abord, le projet professionnel est rarement en lui-même un élément déterminant la mobilisation sur les savoirs et, à vrai dire, de nombreux élèves porteurs d'un projet précis ne le relient que peu aux apprentissages scolaires. J'avais observé le même phénomène auprès d'élèves scolarisés dans des dispositifs adaptés, notamment en 3e d'insertion, GELAB, 1999. Par ailleurs, dans des spécialités choisies, on note l'existence d'un absentéisme et de difficultés scolaires chez de nombreux élèves. Le cas le plus paradoxal fut cette classe de BEP matériaux souples, couture, spécialité peu choisie, où la faiblesse de l'absentéisme et l'assez bonne réussite des élèves contredisaient l'hypothèse d'une relation entre choix d'orientation et mobilisation sur les savoirs. Aussi, mes interrogations professionnelles dans un premier temps m'ont amené à me demander si la forme que prenait l'expérience des élèves de LP ne dépendait pas finalement des modalités mêmes dont s'opère l'accueil, le suivi et le travail pédagogique au sein des établissements. Cette supposition était confortée par des comparaisons entre deux classes de même spécialité situées dans deux LP différents. Le taux d'échec plus élevé dans l'une d'entre elles, sachant qu'elles accueillaient des élèves de même niveau scolaire, indiquait a priori
que l'adaptation au LP et la réussite scolaire ne tiennent pas aux seules caractéristiques cognitives des élèves. Pourtant, les entretiens de conseil menés avec les élèves montraient que leur rapport aux études, la manière dont ils pensent le LP et la façon dont ils envisagent l'avenir relevaient de plusieurs logiques, procédaient de dynamiques subjectives hétérogènes. De fait, comprendre l'expérience scolaire des élèves de LP impliquait que l'on s'intéresse davantage à la manière dont s'effectue leur affiliation en interrogeant leur quotidien scolaire, mais aussi extrascolaire, et en étant attentif aux spécificités scolaires et pédagogiques du LP. Si le LP récupère les élèves le plus en difficulté, si sa vocation n'est pas seulement scolaire, ne constitue-t-il pas finalement un monde à part ? Le LP ne s'identifie pas à l'école, comme univers dont les savoirs valent d'abord en eux-mêmes, ce qui désigne la forme scolaire. Vincent 1980. Le LP est aussi, et d'abord pour de nombreux élèves, ce lieu où l'on apprend un métier, un savoir-faire. Ce que j'aime au LP, c'est que l'on a beaucoup de pratiques, on apprend des choses utiles, c'est la réalité, par exemple quand on fait notre stage en entreprise, au dire de Noémie, élève de bac pro technicien d'études du bâtiment. Pour autant, l'élève entrant au LP réalise qu'une part importante du temps scolaire est consacrée à des savoirs théoriques et technologiques qui éloignent de l'image du métier, d'un rapport pragmatique à la pratique professionnelle. Non seulement les savoirs scolaires occupent une place importante au sein du LP, mais aussi, ils restent déterminants dans la carrière scolaire. Or, la cohabitation des savoirs et leur faible articulation institutionnelle montre là aussi que l'expérience scolaire en LP a pour particularité d'imposer aux élèves une double épreuve, celle de l'articulation entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel, celle de la faible lisibilité de leur finalité à mesure que les savoirs sont décontextualisés. Si les élèves de LP continuent à éprouver davantage de difficultés dans l'enseignement général que dans l'enseignement professionnel, cela tient davantage à une question de sens qu'à un problème de capacité cognitive. Nombreux sont les enseignants à parvenir à mobiliser les élèves sur des contenus supposés, a priori, théoriques parce qu'ils les rendent parlants, leur confèrent une portée intellectuelle, symbolique et culturelle. Les savoirs ne peuvent être mobilisateurs que s'ils ont un ou plusieurs sens, aux yeux des élèves. La question du sens des études puis du sens des savoirs s'est progressivement imposée comme une grille de questionnement, sans doute sous le double effet des questionnements formulés par les élèves. À quoi servent les études quand on a peu de chances de trouver du travail, même avec un diplôme ? Et de l'accroissement du chômage des jeunes au milieu des années 90. Alors que la plupart des élèves sollicitaient le conseiller d'orientation pour des informations relatives aux débouchés professionnels, à la poursuite des études, au changement d'orientation à l'issue ou pendant la formation, etc., je percevais de vives inquiétudes chez les élèves. Désormais, ce qui était exprimé, c'était plutôt la peur du chômage, peur extrêmement affirmée dans les propos des élèves de CAP, ceux qui sont majoritairement amenés à entrer dans la vie active à l'issue du diplôme, la crainte de à venir, le tout argumenté par des exemples dans la fratrie familiale, des frères et sœurs diplômés galèrent. N'est-il pas paradoxal que ces inquiétudes soient exprimées par des élèves dont la scolarité avait justement vocation à les préparer à l'insertion professionnelle ? Pendant cette deuxième moitié des années 90, et parallèlement à mon questionnement sur l'expérience scolaire des élèves de LP, j'avais entamé un travail de recherche sur l'insertion des jeunes fréquentant la mission locale. Le fait de rencontrer des jeunes issus du LP en mission locale laissait escompter des effets sur le sens que les élèves encore scolarisés donnaient à leurs études. Il m'est arrivé occasionnellement de rencontrer en mission locale des élèves qui étaient encore scolarisés dans le LP, où j'exerçais. L'interrogation préalable à mes travaux de recherche portant sur le lycée professionnel a été ainsi formulée. Si l'avenir semble sans perspective, si malgré les études, on sera au chômage, pourquoi ces élèves viennent-ils au LP ? Cette question suppose qu'au-delà des finalités institutionnelles et officielles des formations, c'est le quotidien même de l'élève de LP qui forge tant le rapport à l'avenir que le rapport au présent. Il me paraissait pour le moins discutable de soutenir que le sens de l'expérience scolaire serait suspendu à ce qu'elle est supposée favoriser, une insertion professionnelle et sociale à plus ou moins long terme. De plus, le nombre non négligeable des élèves de LP qui, tout en réussissant scolairement, se projetaient dans d'autres métiers ou espéraient changer d'orientation,
montrait la fragilité d'un raisonnement instrumental qui réduirait les études à leur seule fonction professionnelle. Bref, il m'apparaissait clairement que l'expérience des élèves de LP était protéiforme, qu'elle procédait tout autant de la trajectoire scolaire et sociale du public que des tournures prises à l'aune de la confrontation aux études et au savoir. Car à côté du tableau largement pessimiste que les enseignants de collège, et une partie de ceux de LP, dressent du LP, coexistent de vraies réussites et de nombreuses issues heureuses. Comment alors rendre compte de la réussite des élèves de LP ? Quels processus institutionnels et pédagogiques sont en jeu dans la métamorphose, le déclic que les élèves disent connaître ? Est-ce là un effet de maturation que le LP est censé favoriser via des pratiques pédagogiques spécifiques ? N'est-ce pas plutôt une affaire de savoir dont la maîtrise permet à des élèves de se reconstruire, de réussir là où ils ont échoué au collège ? Sur ce point, la recherche doctorale que j'ai menée, JLab 2000, m'a permis de voir comment la réussite dans l'enseignement professionnel permettait à des élèves de se mobiliser sur l'enseignement général, et de donner à voir que leur échec au collège ne les condamnait pas à intérioriser durablement le sentiment d'être incapables de comprendre et de ne point être à la hauteur de la compétition scolaire. En mobilisant d'une part la sociologie de l'expérience, Dubay, 1991-1994, et d'autre part, les enseignements issus de l'enquête menée par Bernard Charlot, Elisabeth Bauthier et Jean-Yves Rochex, 1992, l'appréhension de l'expérience des élèves de LP devenait plus aisée, d'autant plus qu'ils proviennent majoritairement de milieux populaires. Ce faisant, c'est à la fois le contexte du LP et de ses spécificités, notamment les savoirs qui s'y enseignent comme les compétences qui s'y acquièrent, et le travail des PLP, professeurs de lycée professionnels, qui sont apparus comme dimensions majeures contribuant à façonner l'expérience des élèves. Les nombreuses rencontres et discussions que j'ai eues avec les professeurs de lycée professionnels faisaient apparaître qu'une bonne partie de leur travail consistait à tenter d'aider les élèves à lutter contre le sentiment d'échec et ce, en mettant en œuvre d'autres manières d'enseigner, d'autres conditions susceptibles de faciliter l'implication face aux apprentissages. Ayant une vive conscience des difficultés sociales, réelles ou supposées, des élèves, les PLP savent pour une majorité d'entre eux que l'efficacité de leur travail dépend de la nature de la relation instaurée avec leur public. Ce travail enseignant était consubstantiellement lié à la place occupée par le LP dans le système scolaire. La critique des PLP à l'égard des enseignants de collège qui démolissent les gamins n'a d'égal que leur ressentiment vis-à-vis d'une institution qui méprise l'enseignement professionnel, sans compter le sentiment largement répandu à savoir que lorsqu'on enseigne en LP, on est un sous-prof, et aux spécificités socio-scolaires et sociales des élèves. Aussi, l'expérience des élèves de LP ne peut être saisie que si l'attention est portée à leur rapport au savoir et aux interactions qui les engagent avec les enseignants. Nos enquêtes de terrain, vers une sociologie du lycée professionnel. Nos enquêtes de terrain ont eu comme contexte différents LP, différents publics, sur fond d'une pluralité de questionnements permettant pour chacun d'eux de dresser un tableau relativement exhaustif des enjeux entourant l'enseignement professionnel aujourd'hui. Notre première recherche sur le LP a été menée de 1997 à 2000, JLab 2000. Cette recherche portait sur l'expérience des élèves de lycée professionnel, sur les manières dont s'opère la socialisation professionnelle chez un public contrasté au plan scolaire, élèves de CAP versus élèves de BEP et sur les manières d'apprendre, manières permettant de dégager une typologie des formes de rapport au savoir. Ce travail a mis en lumière les processus biographiques participants de l'expérience de chaque élève, y compris dans le sens conféré aux disciplines enseignées. Il a également permis de mettre en évidence l'importance des interactions pédagogiques avec les enseignants, quant aux tournures prises par une scolarité vécue tout autant comme une rupture qu'en tant que nouveau point de départ. C'est ainsi que nous avons engagé une seconde recherche ciblant cette fois-ci le travail des enseignants, en interrogeant leurs pratiques pédagogiques, leur trajectoire sociale et scolaire ainsi que le contexte d'exercice du métier. Nous avons pu établir l'existence de stratégies pédagogiques fonctionnant comme autant de ruses, à travers lesquelles les enseignants cherchent à réconcilier les élèves avec les études, tout en atteignant les effets négatifs d'une évaluation sommative et d'une socialisation à des savoirs plus ou moins décontextualisés. JLab 2005 A. Ce faisant,
le travail des enseignants semblait subsumé par des paradoxes qui conduisent parfois au risque de disqualifier les milieux professionnels et les parents, JLab, 2005, b. Mais au terme de cette seconde enquête, mettant en évidence la composante travail social, contenue dans l'activité des enseignants, il apparaissait clairement que les pratiques pédagogiques opposaient grosso modo les anciens PLP, assurés d'une culture professionnelle de métier et ne séparant pas la formation des élèves de leur éducation à des valeurs collectives, et les nouveaux issus de l'enseignement supérieur et déstabilisés dans leur relation avec un public leur ressemblant peu. Voilà pourquoi nous avons entamé une troisième enquête sur les nouveaux enseignants de LP, en interrogeant plus spécifiquement les épreuves les amenant à construire une culture professionnelle au sein d'un ordre scolaire méconnu, et auquel leur projet initial de devenir professeur les destinait rarement. Cette recherche a permis d'observer qu'un rapport contrarié au métier, chez des enseignants s'étant souvent repliés sur le concours de PLP, ne condamne pas à une faible implication professionnelle et que bien que rarement au fait et pédagogies inductives, ces nouveaux professeurs construisent des stratégies adaptatives d'autant plus efficaces qu'elles reposent sur des échanges avec les enseignants établis, et qu'elles s'intègrent dans des collectifs professionnels, JLab 2008. Mais si le LP connaît de bonnes réussites, il est également touché par l'absentéisme des élèves et par le décrochage, thématique qui tend à remplacer celle de l'échec scolaire. C'est ainsi que nous avions répondu, au début des années 2000, dans le cadre d'un appel d'offres ministériel, au projet de mener une enquête sur l'abandon en cours de formation chez les élèves de BEP. L'entrée analytique a clairement pris le parti d'une réflexion sur leur rapport au savoir, en postulant que l'abandon, pour devoir à une pluralité de raisons, procède fondamentalement du sens que l'élève confère aux études et à sa formation. Charlot et Min, JLab 2002. Cette enquête est venue à son tour apporter un éclairage sur ce qui parfois tend à masquer les réussites et les devenirs heureux d'élèves, à savoir les ruptures scolaires. Mais notre familiarité avec le LP, les lycées professionnels devrions-nous dire, s'est également renforcée de nos multiples interventions auprès d'équipes enseignantes et éducatives, dans différentes académies. La confrontation des résultats de la recherche avec les préoccupations de ces acteurs de terrain nourrissait l'analyse sociologique et offrait la possibilité d'éprouver des postulats théoriques. Ainsi, notre récente recherche sur les bacheliers professionnels poursuivant leurs études en STS nous a amené à réinterroger la thèse soutenant que cette expérience procède d'une revanche des élèves sur la voie normale, alors que nos observations font surtout apparaître l'effet positif d'une confrontation et d'une maîtrise des savoirs, JLab 2014. Cela se confirme lorsqu'on s'interroge sur les raisons amenant des bacheliers professionnels à entamer des études dans l'enseignement supérieur court, JLab 2015. C'est donc au terme de ces recherches, rencontres et débats que nous avons pu proposer une sociologie du lycée professionnel, essentiellement centrée sur l'expérience des élèves et des enseignants mais soucieuse de penser les possibles marges d'action favorisant un enseignement professionnel comme une voie digne à part entière, assurant pour ces publics l'accès à une culture scolaire et professionnelle et partant, la maîtrise d'outils intellectuels favorables à une insertion professionnelle et sociale. Aussi, et en déplaçant le regard sur le travail des enseignants de LP, c'est une autre mise en perspective du LP et de ses mutations que j'ai pu mettre au jour. Leur activité professionnelle est une mise à l'épreuve permanente de leur subjectivité, et dans le même temps, ce sont leurs modes d'engagement et d'implication professionnelle qui favorisent plus ou moins la réussite scolaire de leurs élèves. Ainsi, les enquêtes sociologiques que j'ai menées ont pu non seulement éclairer sur les paradoxes et les contradictions que vivent les PLP, mais aussi laisser entrevoir des marges d'action bien réelles. C'est en prenant toute la mesure des évolutions et des transformations affectant l'enseignement professionnel, que l'on peut en circonscrire les effets sur le travail enseignant. Apprendre à enseigner et enseigner en LP ne peut faire l'économie ni d'un détour historique, ni d'une sensibilisation à la connaissance des publics, les élèves en l'occurrence. Enseigner en LP exige aussi de prendre appui sur des contenus et des référentiels qui ont cette particularité de mettre en dialogue des savoirs, des compétences et des connaissances. C'est en s'appuyant sur ces référentiels, en identifiant des objectifs sur le moyen et le long terme, certification intermédiaire, diplôme, poursuite d'études, insertion professionnelle,
et en tenant compte de l'hétérogénéité des élèves et de leurs besoins pédagogiques et éducatifs que les PLP agissent judicieusement et donnent à leur travail un sens professionnel et éthique. 2 référentiels Princeps. Le référentiel d'activité professionnelle et le référentiel de certification. Dans l'enseignement professionnel, 2 documents fondamentaux désignent les activités professionnelles d'un métier, ou d'un secteur professionnel, et les compétences et savoirs requis pour l'exercer. Il s'agit d'une part du référentiel d'activité professionnelle, d'autre part du référentiel de certification. Le référentiel d'activité professionnelle, RAP, précise le champ des activités auxquelles prépare le diplôme. Il indique le contexte professionnel couvrant les emplois concernés, le type d'entreprise ou d'administration et, de manière plus générale, l'environnement technique et professionnel au sein duquel le diplômé sera amené à exercer. Les activités sont souvent délimitées par fonction ou pôle regroupant un ensemble de compétences. Par exemple, s'agissant du RAP baccalauréat professionnel, système électronique numérique, le technicien aura à assumer les fonctions de préparation des équipements, d'installation et mise en service, de maintenance et d'organisation. Toutes les fonctions sont détaillées par des fiches descriptives. Élaboré à partir d'une analyse des situations de travail, le RAP vise 3 objectifs. Rapprocher les différents partenaires œuvrant à la conception et à l'élaboration du diplôme. Servir d'appui pour l'élaboration du référentiel de certification et partant, à permettre aux enseignants et aux formateurs d'identifier les objets d'enseignement et d'évaluation. Le RAP sert aussi d'appui pour les étapes préalables à la validation des acquis de l'expérience. Assurer une cohérence entre l'enseignement scolaire ou théorique et l'apprentissage professionnel, notamment lors des PFMP, période de formation en milieu professionnel. Le référentiel de certification est un outil de référence à la fois pour la validation du diplôme et pour l'élaboration des séquences de formation. Le référentiel de certification est structuré en prenant appui sur le RAP. Les compétences qu'il précise, les unités d'enseignement, les unités de certification ainsi que les épreuves reprennent le découpage des domaines ou pôles d'activité décrits dans le référentiel d'activité professionnelle. Ce faisant, il s'agit de permettre à chaque candidat de rapprocher son activité professionnelle des exigences certificatives du diplôme. Le référentiel de certification précise les compétences et les savoirs qui y sont associés. Il indique également les conditions dans lesquelles les compétences seront évaluées, ainsi que les performances attendues. Les exigences professionnelles sont définies en termes de capacité à développer, alors que les compétences sont plus globales puisqu'elles couvrent des savoir-faire, des savoir-être et des savoirs au sein d'une situation professionnelle donnée. Il faut souligner que le référentiel de certification ne mentionne pas l'organisation chronologique de la formation. Mais par le fait même que le référentiel de certification mentionne les compétences attendues mais aussi les savoirs associés, il indique les objets et les thèmes sur lesquels devrait porter la formation des élèves et des apprentis ou des adultes. Ainsi, si l'on prend l'exemple du référentiel de certification du baccalauréat professionnel gestion-administration, celui-ci compte 55 situations professionnelles mises en œuvre dans 4 pôles. Il comporte 3 champs distincts de savoirs rattachés à chaque situation professionnelle. Les savoirs de gestion et savoirs technologiques qui regroupent les savoirs relevant de la gestion au sens strict, de la comptabilité, de la communication, de l'organisation, de l'administratif, du commercial, de l'informatique et de la bureautique. Les savoirs juridiques et économiques qui, sans reprendre la formulation des programmes du tronc commun de droit et d'économie, peuvent y être facilement rattachés. Les savoirs rédactionnels qui constituent une composante à part entière des savoirs mobilisés et des critères de certification, tant les exigences professionnelles en matière de maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe sont reconnues comme essentielles dans les activités administratives. Les enseignants et les formateurs doivent alors élaborer des séquences d'enseignement et de formation, en mobilisant le référentiel de certification. Celui-ci précise bien les critères d'évaluation. Si l'on prend comme exemple le baccalauréat professionnel Accueil Relations Clients et Usagers, ARCU, et plus précisément l'activité 3, la gestion de la fonction accueil, celle-ci se subdivise en plusieurs tâches. Parmi celles-ci, il y a la contribution à la sécurité des personnes et des biens. L'apprenant doit alors faire preuve de compétences en matière de contrôle et de filtrage des accès,
de réduction et de gestion des tensions, etc. Il est censé adopter des comportements professionnels comme le respect des consignes de sécurité, la vigilance, la courtoisie, etc. Son activité doit être arrimée à la maîtrise de savoir, que l'enseignant ou le formateur doit vérifier, comme la connaissance de la typologie des risques, les modalités de prévention, la gestion des risques spécifiques aux espaces d'accueil, etc. Le référentiel de certification indique en ces termes les critères de performance. La personne chargée de l'accueil contribue à la sécurité et la sérénité de l'accueil dans le respect de l'image de l'organisation. Les consignes de sécurité et les procédures sont mémorisées et respectées. Les réactions du personnel chargé de l'accueil sont adaptées aux situations. Les référentiels font toujours l'objet de débats assez vifs, pour les uns ils seraient trop ambitieux, pour les autres très réducteurs. Si en toile de fond, ce sont des enjeux de pouvoir et de légitimité, entre les tenants d'une approche très professionnalisante et ceux qui plaident pour un référentiel plus pédagogique, qui explique ces tensions. Il faut également tenir compte du fait que c'est l'appréhension du travail et les manières de le circonscrire qui soulèvent des interrogations. Aussi, et prenant appui sur l'apport de la didactique professionnelle, des chercheurs comme Patrick Mayon et Al. plaident pour la mise en forme d'un référentiel de situation. L'approche s'inscrit dans le champ de la didactique professionnelle qui confère à la notion de situation de travail une place centrale. 3. Ce ne sont pas les connaissances ou les savoirs techniques qui priment, mais bien les situations professionnelles et leur complexité. Elles doivent constituer le point d'appui pour penser la formation. La didactique professionnelle emprunte ainsi à la psychologie et à l'ergonomie pour penser le rapport aux situations. Enfin, l'action exige un niveau de conceptualisation qui ne se réduit pas à la situation. Le recours à une didactique professionnelle permet aussi de s'interroger non seulement sur l'adaptation de l'homme au travail, mais aussi sur sa capacité à évoluer et à développer des compétences nouvelles. L'approche est plus expérientielle que normative puisqu'elle s'appuie sur des situations réelles de travail, sur leur diversité, pour construire moins des modèles de formation que des objets de réflexion permettant d'identifier les compétences attendues réellement. C'est ce qui organise l'activité qui doit focaliser l'attention. Activité et situation sont indissociables. Le recueil de situations analysées servirait d'appui pédagogique pour les enseignants, les formateurs et les jurys de VAE, afin de concevoir les apprentissages et les compétences attendues des candidats. Les savoirs et les connaissances disciplinaires ne constituent plus le point de départ de l'approche instituant un référentiel de compétences. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.